alors on se présente, on vient du lycée de Sens. Notre projet, c'est un appareil pour apprendre le braille aux aveugles. Donc c'est un système assez simple, c'est un disque qui tourne avec des lettres en braille imprimées en 3D dessus. La personne, qu'elle soit aveugle ou non, essaye de les deviner et en appuyant sur un bouton, elle obtient la réponse avec les écouteurs. Donc c'est un projet qu'on a choisi ensemble après avoir vu la série Daredevil et ça nous a donné envie de le créer quoi, parce que ça n'existe pas en fait, c'est pas disponible encore sur le marché. Alors voici notre piquet de vigne interactif que nous avons réalisé avec la classe de TS4, donc un groupe de 4, au lycée Clomer de Beaune. Donc nous avons fait une rencontre à TEB, une entreprise de vidéosurveillance, qui fait en parallèle des piquets de vigne qui sont totalement recyclables et faits à partir de matériaux recyclés aussi. Donc le but, on a eu l'idée de faire ce piquet de vigne qui est interactif, qui va détecter les maladies sur la vigne, donc avec différents capteurs, un capteur de température, de luminosité et un capteur d'humidité. Et avec la caméra, on pourra faire une analyse d'image qui pourra analyser la couleur des feuilles de vigne et détecter la maladie. Donc la caméra prendra une photo qui sera envoyée à l'entreprise TEB qui font de la vidéosurveillance, qui sont qualifiés et qui pourront dire aux vignerons si sa vigne est malade. Voilà. Donc on vous présente le dispositif Nemo, donc qui est un dispositif anti-noyade, mais qui, en plus de détecter qu'un enfant se noie, va le sauver, donc par le biais d'un filet qui remonte du fond de la piscine. Donc là on peut voir, on a des poulies avec un câble qui est relié au filet et des moteurs. Et donc quand l'enfant va couper les faisceaux des barrières immatérielles, donc qui sont des capteurs qui sont sur le bord de la piscine, ça va activer quelque chose dans un programme. Et quand il va tomber dans l'eau, ça va faire des vagues qu'un autre capteur va capter. Et ça va déclencher la remontée du filet. Et ensuite, on peut redescendre le filet au fond. Le projet consiste à améliorer un vélo déjà existant. C'est quelqu'un qui est venu nous présenter ça. Et en fait, il avait un vélo et il fait le tour. Il va dans des villes isolées. Donc là, il est au Sénégal en ce moment. Et il fait des projections aux personnes qui n'ont pas accès au cinéma. Donc on avait comme contrainte le poids. Il faut que le système soit autonome parce qu'il n'y a pas forcément de prise là où il va. Voilà. Donc on a fait ça. Il fallait qu'il puisse changer de personne aussi pendant le film. Oui. Qu'il y ait une batterie. Une temporisation pour pouvoir échanger de personnes qui pédalent pour pas que la personne soit fatiguée si le film dure trop longtemps. Voilà. Donc on a une temporisation de 20 secondes là, mais sur notre vrai projet ce sera 2 minutes là. Ça marchera pas forcément. Enfin, la lampe va déjà s'allumer. Normalement on est censé alimenter un vidéoprojecteur. Mais normalement c'est un vidéoprojecteur qu'on alimente. Donc nous on a fait une recycleuse à papier automatique, donc on s'est inspiré du mode manuel qu'on peut faire par exemple dans les camps de vacances pour s'amuser, fabriquer du papier recyclé, et on a essayé d'automatiser tout ça. Donc on a séparé en plusieurs parties, d'abord broyer le papier, ensuite ajouter l'eau et le mettre dans un bol, faire déplacer le bol, le mixer et verser dans un cadre pressé pour faire sécher la feuille. Alors notre projet c'est un siège enfant automobile qui consiste à améliorer sa sécurité dans la voiture. Donc on s'est aperçu que si un enfant est dans une position couchée, lors d'un choc, l'impact sur sa santé et sur ses cervicales par exemple sera moins fort que s'il est assis. Donc de là nous est venue l'idée de motoriser un siège enfant. Donc en fonction de la vitesse, le siège automatiquement va s'incliner si la vitesse devient importante pour qu'il acquiert une position couchée. Et d'autre part, à partir de ça, on s'est dit qu'on pouvait aussi améliorer son confort. Donc c'est pour ça qu'on a mis une position manuelle. Donc le conducteur, si il voit que son enfant s'endort, il peut incliner le siège pour qu'il soit aussi dans une position couchée. Pour notre projet de sciences de l'ingénieur que l'on présentera au baccalauréat, c'est un projet pluridisciplinaire alliant sciences de l'ingénieur et sciences physiques. Nous avons choisi un distributeur automatique de médicaments. Et nous avons misé sur la sécurité et l'innovation pour l'adapter à 2 patients. Et tout ceci dans une salle de soins.
Donc pour ça, il y a de multi-composants comme des moteurs pas à pas et un ensemble de roues pour ainsi permettre une distribution toutes les 4 heures des médicaments qui seraient isolés dans une capsule. Il y a aussi un électroaimant, 2 électroaimants pour verrouiller chaque porte, une horloge en temps réel pour acquérir le temps et un écran pour l'interface. Bonjour, donc nous sommes 4 élèves du lycée Léon Blum en terminale SI et nous présentons aux Olympiades de sciences de l'ingénieur un projet qu'on a étudié toute l'année. Donc celui-ci c'est une crêpière automatique qui permet donc de créer des crêpes, de faire cuire des crêpes automatiquement. Donc on a une première étape ici qui est donc cet entonnoir orange qui est rempli de pâte à crêpes. Ensuite, on a une petite valve qui est motorisée qui nous permet, avec notre programme, de l'ouvrir pour laisser passer la pâte. Donc la pâte se laisse passer et ensuite elle se referme. La pâte glisse dans les rainures ici et par ce petit système rotatif coule en tournant et donc s'étale sur toute la poêle. Ensuite, on laisse cuire la pâte, la pâte à crêpes pendant un petit moment sur la poêle, arriver à la bonne temporisation, donc à peu près 1 minute. Ce motoréducteur se met en marche et la poêle se soulève. Donc, on peut les montrer comme ça, la poêle se soulève et donc va jusqu'ici et va évacuer la pâte, la crêpe qui a été cuite d'un côté pour la faire cuire de l'autre côté. Ensuite, donc, la pâte se repose sur la seconde plaque et au bout d'une trentaine de secondes, ce moteur se met en marche qui fait tourner une cale en fait, qui va nous permettre de soulever c'est vachement chaud, soulever cette poêle-là. Et ainsi, la crêpe va pouvoir se déverser dans une assiette. Et donc l'objectif, c'est suivant la quantité de pâte qu'on met, qu'on ait une trentaine de crêpes qui se cuisent à peu près en 1 minute, donc une trentaine de crêpes à la minute, ce qui répond à peu près aux besoins d'un crêpier banal qui travaille dans un restaurant, tout simplement. Donc depuis quelques années, vous avez des télescopes qui sont apparus sur le marché, des télescopes de type Dobson. Et donc ces télescopes, ils sont peu onéreux, ce qui a permis le développement des amateurs d'imagerie. Donc des télescopes de ce type qui permettent donc l'observation du ciel. Cependant, ils ne sont pas motorisés. Donc c'est-à-dire on doit le bouger à la main. Donc quand vous pointez un objet dans le ciel, au bout d'un moment, il va sortir du champ de vision assez rapidement. Pour compenser cela, vous pouvez faire appel à une table équatoriale, donc ce qu'on a réalisé. Et donc avec cette table équatoriale, au bout d'1 heure, vous pouvez assurer le suivi pendant 1 heure sans que l'objet sorte du champ de vision. Vous gardez votre œil dans l'oculaire qui est là et vous observez. Bien, donc voilà, je vais vous présenter le projet qu'on a fait tout au long de l'année avec mes 3 camarades. Donc on a décidé de créer un mélangeur distributeur automatique de cartes à jouer. Donc qui permet aux personnes handicapées ou âgées de jouer aux cartes sans avoir à tenir forcément toutes les cartes pour les mélanger ou pour même distribuer quand on a une mobilité réduite. Donc le principe de fonctionnement, c'est que lorsqu'on le met sous tension, on va pouvoir choisir le nombre de joueurs, donc qui va de 2 à 8, étant donné qu'on a 8 positions de distribution sur 360 degrés. Puis, une fois qu'on a choisi le nombre de joueurs, on va pouvoir choisir le type de jeu, donc qui part du jeu libre où on choisit nous-mêmes le nombre de cartes par joueur et on a la fonctionnalité pioche ensuite, ou bien des jeux préenregistrés comme le poker, la bataille, le président ou le rami. On a aussi la possibilité de faire un mélange seul et d'évacuer toutes les cartes. Une fois qu'on a choisi le jeu libre, par exemple, on va pouvoir choisir le nombre de cartes par joueur et lancer le mélange. Il faut le baisser. Non, mais laisse-le, c'est pas grave. Donc le principe, c'est que... Le principe étant que la machine gère tout et distribue directement en face des personnes les cartes qu'ils ont choisies.
Je vais couper pour le bruit. Donc c'est un projet qui relie la mécanique, l'électronique, mais également la physique, et qui nous a permis de vraiment nous rendre compte de ce que ça représentait de travailler en équipe également, étant donné qu'on a chacun des aptitudes différentes, que ce soit sur la mécanique pour mes deux camarades, la programmation ou pour moi la carte électronique, et de se rendre compte à quel point c'était important et en même temps difficile de tout lier ensemble. Nous, notre projet, c'était un projet de secourisme pour les gens qui passaient des formations, pour qu'ils puissent avoir des exercices qui paraissent très réels et qui soient visuels pour qu'ils puissent apprendre à réagir correctement. Par exemple, un simulateur d'hémorragie pour qu'ils puissent apprendre les gestes techniques, ou alors d'autres qui leur permettent de reconnaître les sons en cas de détection de monoxyde de carbone, ou apprendre à utiliser un oxymètre ou un glucomètre correctement. Donc notre projet consistait à fabriquer un arc-mètre, c'est le nom qu'on lui a donné. Il sert à mesurer la puissance dégagée par l'arc lorsqu'on le tire. Et donc du coup on a utilisé un mécanisme qui permet de mesurer ça. À la fin, ça doit nous permettre de déterminer un type de flèche. Donc on va faire une démonstration. Donc on a une prétention de la corde. Descends. Hop. Voilà. Donc on a un programme qui nous permet de régler la longe, donc la distance du tireur. Donc on a une allonge qui peut varier. Donc on l'a fait varier. Là on va mettre 70 cm à tirer. On valide. Donc normalement là on a une séquence de positionnement de l'arc. On l'a déjà positionné avant puisqu'on connaît le principe. On indique la distance mesurée avec la règle là-haut entre le capteur et la poignée. Donc ici c'est 7 cm. Là il va y avoir une prétention de la corde. Donc temporisation de 5 secondes. La corde commence à se tendre. On valide une fois qu'elle est tendue. Et là c'est les étapes de mesure. Donc on a choisi un enroulement plutôt lent qui nous permettait d'avoir un couple plus important et donc une sécurité plus importante. Voilà, donc là l'étape de mesure est terminée. Sur notre boîtier de commande on nous affiche la valeur de l'effort, donc c'est 36,3 livres pour 70 cm. Donc avec cette valeur on peut choisir dans les tableaux de marque fournis par les producteurs de flèches, le type de flèche adapté. Voilà. Ainsi, les tireurs pourront être plus performants. Donc alors bonjour, donc on va vous présenter donc le projet de la douche économe. Donc en fait ce projet consiste à informer pédagogiquement une personne pour sa consommation d'eau. Voilà, qu'elle soit handicapée ou non. Hein. Voilà. Donc ce système est autonome en énergie grâce à la mini génératrice donc, que voici. Elle permet d'avoir plusieurs informations. Là on pourra donc grâce à ça alimenter notre système qui se situe dans la boîte, et dans un futur prochain on pourra utiliser donc les impulsions grâce à ce deuxième fil pour informer plus précisément l'utilisateur dans sa consommation. Et donc de base les impulsions c'était un signal sinusoïdal. Et donc, qu'il nous faut retransformer donc en signal créneau. Et donc du coup grâce à l'Arduino on va traiter le signal, donc, avec l'Arduino afin de transformer les sinusoïdes en créneaux. Donc, et tout ça afin de calculer avec une relation qu'on a trouvée une consommation d'eau en litres. Alors, du coup, cette douche est accessible à tous. Donc en fait, quand je dis accessible à tous, c'est qu'elle est accessible aux gens qui sont pas handicapés, valides, mais aussi aux gens qui peuvent pas voir, qui sont aveugles, sourds, mais aussi parce qu'en fait, nous avons trois formes d'information. Nous avons l'information visuelle, donc du coup pour les gens valides ou sourds mais qui peuvent quand même voir, donc avec la LED qui se trouve ici.
une information une information auditive avec un module MP3, un haut-parleur ici en fait qui va faire des sons. Et ensuite le pommeau de douche avec un vibreur placé ici, donc ça c'est pour les gens qui sont aveugles et sourds et muets et qui ont toutes les handicaps du monde, qui va faire vibrer le pommeau et qui va lui informer de sa consommation lorsqu'il devra arrêter de prendre sa douche. Et donc ce qu'il faut savoir aussi sur ce système, c'est qu'il n'agit pas mécaniquement sur l'eau, il agit donc pédagogiquement sur l'utilisateur qui l'informe juste en fait. Il peut juste informer, donc voilà. Alors notre projet s'inscrit dans le cadre du lycée. Nous avons un lycée qui a obtenu le label Écolycée 2 fois de suite. Donc on a une association écologique au lycée et elle a un projet, c'est de créer dans un espace du lycée une jachère fleurie. Donc la jachère qui a été représentée ici en maquette. Nous, notre projet, c'est que cette jachère, elle soit éclairée à l'aide de LED. Éclairage à la fois décoratif et pratique pour pouvoir voir où on marche, grâce à des structures qui sont ici, qui sont des structures où on va pouvoir se dépenser et donc produire de l'énergie mécanique. Et cette énergie mécanique va recharger des batteries et ces batteries vont permettre l'éclairage du jardin. Mais on a, pour avoir, si les batteries ne sont pas pleines, un second éclairage par panneau solaire qui permettra qu'il y a un éclairage constant dans la jachère du lycée. Donc c'est le jardin écoludique. Alors on va vous présenter le projet de notre lycée. Donc c'est une allée automatique, à éclairage automatique, autonome. Donc le principe c'est qu'avec les capteurs infrarouges qui vont dire quand quelqu'un passe jusqu'à la carte Arduino. Et quand quelqu'un va passer, les LED vont s'allumer devant et derrière la personne. Et plus elle va avancer, plus les LED, qui suivent vont s'allumer et celles derrière vont s'éteindre. Notre système donc, est régi par une Arduino. C'est elle qui va vraiment recevoir toutes les informations, dont le capteur de luminosité. Quand il fait jour, il va empêcher le système de fonctionner. Donc tout est alimenté par le panneau solaire qui va jusqu'à un régulateur de charge qui passe par un disjoncteur pour éteindre le système en cas de problème et qui va recharger la batterie. Cette batterie va donc alimenter la carte Arduino pour faire ensuite fonctionner tout le système. Je vais vous présenter notre Pianoctel. Donc c'est un piano imaginé par Boris Vian dans son œuvre L'écume des jours. À chaque mélodie que l'on joue, on associe un cocktail, un mélange de boissons qui peut être donné en fonction des notes qu'on joue, en fonction des boissons qu'on met dans les bouteilles et en fonction de la mélodie en elle-même. Pour ça, on a utilisé une Raspberry Pi et un programme Python. Et c'est un projet assez artistique, assez beau à voir. Et c'est un fonctionnement intuitif et utilisable par tous. On peut avoir une démonstration ? Oui. Donc on va démontrer au clair donc là, on a déjà enregistré dans le programme la mélodie Au clair de la lune. Voilà, donc si on joue et qu'on attend 5 secondes, ça reconnaît la mélodie, ça n'a pas reconnu. Trop vite. Bon. Voilà. Ça reconnaît la mélodie et lorsqu'on clique sur servir le cocktail, ça sert un cocktail. Donc là, les bombes s'activent. Vous êtes tous prêts après cette photo qui a immortalisé cette manifestation. Je vais commencer par vous remercier tous pour votre présence. Donc les lycéens en tout premier, puisque c'est quand même les vedettes de la journée. Hein, les lycéens, vous avez tous présenté des projets ce matin, des projets qui ont été évalués
bien sûr, mais pour moi, la réussite est déjà là, que vous soyez tous présents, accompagnés de vos professeurs, bien sûr, qui vous ont soutenus. Et je vais remercier également toutes les personnalités ici présentes, membres des jurys, et tout particulièrement aussi les sponsors. Donc en tout premier lieu, Orange, représenté donc ici, Orange est représenté par Madame Véronique Morlighem, déléguée régionale Orange, donc qui est parrain de cette manifestation, hein, qui marraine cette manifestation. Madame Morlighem, elle prendra la parole tout à l'heure. Je remercie également l'inspecteur général. Je remercie également tous les autres sponsors qui ont participé, qui ont exposé ce matin et qui ont permis de donner à cette manifestation toute l'ampleur que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Cette manifestation a été menée avec le rectorat et l'Académie de Dijon, et je remercie vivement Alain Dupuis et toute son équipe pour le soutien à cette manifestation, et puis tout l'engagement du rectorat auprès de l'ESIREM, école d'ingénieurs, et de l'université en particulier. Tout à l'heure, nous aurons la présence du président de l'université qui apportera également, qui donnera également tout le soutien que l'université et tout l'envie que l'université a de vous accueillir aujourd'hui au niveau soit des filières classiques, soit au niveau de l'ESIREM, école d'ingénieurs. Voilà. Je laisse la parole à Alain Dupuis. Je vous remercie tous et puis je vous félicite tous pour cette matinée extrêmement intéressante. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai vu la plupart d'entre vous ce matin au travers des présentations et en circulant dans les différentes salles. Donc bienvenue aux Olympiades 2016. Bienvenue à l'ESIREM. Alors nous sommes face à l'ESIREM dans cette magnifique salle qui nous est mise à disposition pour cette finale régionale. Donc je vais vous rappeler rapidement le programme de cet après-midi. Donc 2 tables rondes, l'une sur le métier d'ingénieur et la seconde sur l'innovation et l'esprit d'entreprise, ce qui nous est cher au cœur de ces Olympiades et dans la continuité des projets qui ont été présentés ce matin. Donc nous aurons ensuite l'intervention de notre partenaire et parrain ou marraine, Madame Morlighem d'Orange, celle de Monsieur Bonin, le président de l'université, comme l'a dit Gilles, et puis celle de Monsieur le recteur qui est en route et qui rentre de Besançon pour honorer cette manifestation. Nous en sommes très contents. Donc, à l'issue de ces 2 tables rondes, quelques allocutions, et puis ce que vous attendez tous, et ce pourquoi vous êtes venus, je suppose, pour le classement et la remise des prix, qui sont cette année nombreux, puisque nous avons, et là je les remercie également, des partenaires et sponsors qui répondent très positivement et très favorablement à cette manifestation. Donc je les remercie encore. Donc des Olympiades pour encourager les vocations d'ingénieurs, c'est vraiment l'objectif, pour communiquer autour de ces métiers de l'ingénieur et de techniciens dont le pays a très largement besoin. Et des Olympiades qui sont un concours national, je le rappelle, c'est un challenge qui est vécu dans toutes les académies de France, à peu près dans les mêmes dates, et qui verra le 18 mai sa finale nationale, et pour laquelle nous allons déterminer les 3 meilleures équipes. Nous avons déterminé les 3 meilleures équipes à l'issue de vos présentations qui pourront aller représenter la Bourgogne. Alors je vais commencer par une question à tous les 4, puisque tous les 4 vous êtes ingénieurs dans des activités différentes, dans des entreprises différentes. Donc pour vous présenter, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'abord de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et puis expliquer en quelques mots peut-être votre parcours et comment vous en êtes arrivé là et ce que vous faites aujourd'hui concrètement. On commence par le premier bout du rang. Donc bonjour à tous. Moi je faisais partie du jury aussi, donc peut-être certaines personnes m'ont vu passer donner des notes. Donc je suis Vincent Yvan, je suis ingénieur de l'école ESIREM. Donc je suis sorti en 2006 de l'école
Et suite à mon parcours d'ingénieur, donc j'ai créé ma société qui s'appelle Odalid et qui fait tout ce qui est développement électronique autour de la partie RFID et NFC. Voilà, donc moi je suis sorti en 2006, j'ai créé ma société en 2009, là on a 6 ans d'existence de la société. Donc on travaille sur tout ce qui est domaine contrôle d'accès, contrôle de présence d'étudiants, paiement sans contact et on va dire toute la partie ticketing. Donc pour ceux qui sont de Dijon, on a équipé les contrôleurs du tram de Dijon de systèmes de contrôle pour contrôler vos titres de transport. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation. On vous en remercie pas. Voilà pour la présentation. Donc après, l'autre question c'était comment... Comment aujourd'hui vous exercez votre métier, l'ingénieur Alors... Je vous laisse. Moi j'ai fait de vous. Moi j'exerce mon métier d'ingénieur un petit peu peut-être différemment de mes autres collègues à côté, puisque moi j'ai créé ma société, donc je suis gérant de société. Donc dans un premier temps, nous quand on fait du développement de produits, il a fallu en fait, comme ce que vous avez fait ici en fait pour les Olympiades, il a fallu créer des prototypes pour arriver à un produit, on va dire, fini, et après pouvoir le commercialiser et faire le cycle de vie du produit. Donc en termes de métier, moi je suis ingénieur, donc j'ai fait toute la partie conception, création de mes produits. Et maintenant je passe plutôt en fait sur une partie en fait on va dire plus trop technique, bon j'en fais encore un petit peu, mais plus sur la partie on va dire gestion d'entreprise, gestion relations clients, etc. Ok, merci. On passe à Pauline. Vous travaillez au Centre d'énergie atomique, au laboratoire de contrôle non destructif, je crois. Oui, c'est ça. Donc, comment êtes-vous arrivé là? Alors, moi, je suis diplômée de l'ESIREM aussi. Je suis sortie en 2014. Et donc, pour intégrer l'ESIREM, moi, j'ai fait une terminale S et ensuite une classe préparatoire en grandes écoles. Et à l'issue j'ai choisi de faire ma dernière année d'école d'ingénieur en alternance au CEA. Et à l'issue de cette alternance, j'ai eu un premier CDD qui m'a permis de continuer sur un deuxième CDD et puis aujourd'hui un CDI. Et pour parler un petit peu de l'activité que je fais au CEA, dans le laboratoire de contrôle non destructif, mon travail consiste essentiellement à contrôler des pièces métalliques par la méthode ultrasonore. Et je travaille aussi sur le développement de contrôles spécifiques pour le CEA. Des exemples un petit peu de contrôles précis. Ça va être venir rechercher des bulles dans une pièce ou alors dans une soudure et puis faire des mesures de hauteur de soudure, par exemple. On passera des questions après ou si vous le souhaitez, on reviendra sur tout ça. Monsieur Porret, vous travaillez chez Safran? Oui. Voilà, si je ne me trompe. C'est ça. Vous pouvez nous expliquer, nous dire un petit peu plus sur l'activité de l'entreprise pour ceux qui ne Oui, alors rapidement, donc, la présentation du groupe Safran, qui est aujourd'hui l'un des premiers groupes français dont l'activité est principalement basée en France avec des unités au travers le monde. Mais un des grands groupes français spécialisés dans l'aéronautique, la sécurité et la défense. Donc c'est aujourd'hui une constellation de sociétés avec la plus grosse qui est la SNECMA dans le domaine aéronautique. On y trouve aussi Messier Bugatti Dotti pour tout ce qui est train d'atterrissage, Aircel qui fabrique toutes les nacelles qui vient accueillir les moteurs pour les avions civils. Pour les principales, vous avez énormément de sociétés. En fait, vous avez Turbomeca qui fabrique tous les moteurs d'hélicoptères pour Airbus Hélicoptère, Microturbo qui fabrique des plus petits moteurs pour des applications particulières. Ensuite, au niveau sécurité, c'est la société Morpho qui a connu des grands succès aussi bien en France qu'à l'export, parce que par exemple, ceux qui font toutes les cartes d'identité biométriques pour l'Inde,
Et ils ont passé le mois dernier le milliard d'habitants enregistrés en base de données d'identification biométrique. C'est aussi du contrôle d'accès plus classiquement. Et enfin, pour tout ce qui est activité de défense, c'est donc Sagem, l'entreprise dans laquelle je travaille, qui fabrique des systèmes critiques pour les activités de défense, c'est-à-dire des moteurs, des actionneurs, des systèmes optroniques, des systèmes de centrales de navigation, donc des composants critiques de haute technologie, optique, mécanique et électronique. Et il y a une dernière société qui est donc la société Reosc, et qui elle a une activité scientifique et qui fabrique tout ce qui est optique pour les grands instruments. Donc là on parle d'instruments du type laser mégajoule pour se recouvrir avec le CEA, ou tout ce qui est télescope, donc télescope terrestre, en particulier c'est Reosc qui va fabriquer les miroirs du prochain grand télescope européen implanté en Amérique du Sud, et qui a fabriqué certains des miroirs embarqués sur des télescopes spatiaux. Donc voilà le spectre d'activité de Safran. Donc pour ma part, je suis chez Sagem, sur le site dijonnais, qui est responsable de l'industrialisation et de la fabrication des systèmes optroniques, donc de l'intégralité des systèmes optroniques fabriqués par Safran. Donc mon activité, c'est chef de projet, responsable de produits industriels. Donc à ce titre, je suis en charge d'un produit depuis son développement. Donc le développement est pris en charge par la direction technique. Donc mes collègues, on va dire, de la R&D, qui conçoivent les nouveaux systèmes. Moi, je suis en charge de les fabriquer et de les livrer aux clients. Et donc mon rôle, c'est de travailler en relation étroite dans un premier temps avec mes collègues de la R&D pour les aider à concevoir un produit industriel, c'est-à-dire fabricable, tout en gardant un équilibre, c'est-à-dire que ces produits sont extrêmement technologiques, donc il ne faut pas non plus les brider, les censurer, il faut que ça reste des produits innovants. Donc il y a un équilibre à trouver. Aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience, on va dire, pour faire cette activité, parce que je suis sorti des IREM aussi, mais en 1995, donc ça fait bien plus longtemps. Donc c'est un poste, effectivement, qu'on peut tenir une fois qu'on a une certaine expérience. Et donc mon activité, c'est de concevoir, on va dire, le schéma industriel, c'est-à-dire que je décide de la façon dont on va fabriquer ces viseurs, chaque pièce. Est-ce qu'on les fabrique en interne chez Sagem, en interne chez Safran, est-ce qu'on les sous-traite, et chaque décision doit être pesée et justifiée. Et ensuite, donc on doit les fabriquer avec cette notion de gestion de projet, c'est-à-dire coût, qualité, délai, bon coût, bon niveau de qualité et de performance et bon délai, pour les livrer au client. Donc je suis en interface aussi avec le client final, qui va intégrer ces systèmes à bord alors, soit les hélicoptères, c'est Airbus Défense pour l'armée française et l'export, soit les bateaux, donc tout ce qui est naval de surface, là le client principal c'est évidemment des CNS, les sous-marins, ou les viseurs terrestres, donc tout ce qui est système embarqué à bord des chars et des véhicules blindés légers. Donc voilà mon activité. Rapidement, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous décrire mon parcours. Donc je suis sorti en 1995 de l'école. L'école a la possibilité de faire en même temps que la troisième année un module permettant de partir ensuite en thèse. Donc j'ai fait une thèse. À l'époque c'était un DEA, aujourd'hui c'est un master recherche, master 2. Cette thèse je l'ai faite en relation avec Thomson Multimédia qui avait à l'époque une implantation à Genlis, et j'ai fait 10 ans de R&D dans les sources électroniques sous vide. Ensuite j'ai complètement bifurqué. Pendant 5 ans j'étais directeur d'une PME, donc directeur salarié d'une PME de fabrication de pièces en carbure de tungstène sur le Creusot. Et depuis maintenant 5 ans, donc, je suis chef de projet, responsable de produits industriels chez Safran, Sagem. Voilà. Merci. Donc on passe à vous, monsieur Martin. Titanobel. Alors Titanobel, donc, eh bien, on fabrique, on distribue et on met en œuvre des explosifs industriels, donc pour les applications mine, carrière, TP.
Donc voilà, on est une petite PME, on dit une ETI aussi, donc on est 450 personnes. On a nos 2 sites de production qui sont à 35 km d'ici, donc sur des villages que tout le monde connaît. Vonge et Pontaillé-sur-Saône, donc vous chercherez, vous allez trouver maintenant, mais c'est pas évident. Et donc là où on est 120 personnes à peu près, et donc on a plusieurs implantations industrielles, en France principalement, et on se développe à l'international aussi, avec nos petits moyens. Voilà, c'est déjà pas mal. Mon parcours, donc en fait je vois qu'on est 2 en fait à être sortis de l'école avant que certains d'entre vous soient nés. Donc moi je suis sorti en 99, donc j'avais aussi, comme toi Fabien, une paye en francs. Et donc j'ai commencé par faire 4 ans de recherche et développement sur les explosifs industriels. Puis ensuite je suis devenu responsable de la production et de la maintenance des établissements de Vonge. Et derrière, je suis devenu directeur d'exploitation, puis directeur d'établissement, puis directeur industriel du groupe. Voilà, rapidement résumé. Merci. Alors on voit que ce sont donc des domaines différents, des activités différentes. Aujourd'hui, nos élèves sont en pleine période d'orientation. On a des élèves de première, des élèves de terminale qui ont déjà choisi des choses, mais qui vont pouvoir aussi se projeter plus tard sur un métier. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous leur diriez de devenir ingénieur? Donnez-leur envie. Je vais passer la parole à côté. J'ai fait l'ouverture de la première question, donc je ne vais pas le faire à toutes les fois. On peut, il n'y a pas de souci, je compte sur vous pour compléter ma réponse. J'ai envie de dire que la première chose qui est relativement évidente, c'est simplement ce que vous venez d'entendre. C'est-à-dire la diversité, en étant issus tous de la même école, vous voyez la diversité des parcours qui sont potentiellement accessibles. Derrière ça se cache évidemment l'adéquation des parcours par rapport à votre projet professionnel, c'est-à-dire par rapport à l'envie de ce que vous avez envie de faire. C'est pas négligeable, hein, parce que ne faut pas aller au boulot tous les jours à reculons. Donc il faut quand même un minimum s'investir et s'épanouir dans le travail qu'on fait si possible. Et quand c'est le cas, c'est d'autant plus agréable et en général on est d'autant plus performant. Ça, c'est clairement le premier point. Deuxième point, vous voyez aussi par nos parcours, donc là vous avez une gradation dans les anciennetés, qu'il y a clairement dans cette carrière-là des possibilités d'évolution non négligeables. Aussi bien dans des entreprises, donc là vous avez vraiment un panel assez représentatif de ce qu'on peut faire entre un organisme public de recherche, un créateur d'entreprise, donc d'une PME, mais je te souhaite de grossir. À ma droite, c'est Emmanuel qui travaille dans une entreprise de taille moyenne et moi qui travaille dans un grand groupe. Donc ce panel-là d'offres est aussi accessible, et c'est d'autant plus accessible qu'aujourd'hui, comme l'a dit monsieur, clairement, le métier d'ingénieur est un métier très ouvert, où il y a énormément de recrutement. Les filières sont loin d'être bouchées. La France a un tissu industriel relativement dynamique et un tissu technologique relativement dynamique, c'est-à-dire au niveau industriel, on a toujours de l'industrie qui existe. On est loin d'être mauvais dans tous les métiers de l'informatique. On fait beaucoup d'autodénigrement en tant que bon français, mais quand on regarde objectivement comment la France se situe par rapport à ses voisins directs et aux autres pays occidentaux, on n'a aucune raison de rougir. Donc, clairement, il y a des débouchés, il y a des belles entreprises, que ce soit des grands groupes ou des plus petites entreprises qui embauchent et qui cherchent des gens à embaucher, des gens compétents. Donc oui, il y a plein de raisons de faire le métier d'ingénieur. Après, si on regarde un petit peu plus ça d'un point de vue personnel, il y a clairement des possibilités d'évolution, c'est-à-dire si effectivement on s'en donne les moyens, on a envie, on a l'énergie, on est force de proposition et on est dynamique, on évolue. Et on évolue vers des fonctions de management.
Donc effectivement, on part de la technique et on évolue vers des fonctions de management, mais les écoles d'ingénieurs préparent à ça, bien, par des modules très importants de connaissance de l'entreprise. Mais on peut très bien aussi continuer à s'impliquer dans des métiers d'expertise. Moi, j'ai des collègues qui sont sortis en même temps que moi et qui sont devenus aussi experts, c'est-à-dire ils sont restés dans des fonctions techniques, mais ils évoluent et ils vont vers des postes de conseillers techniques seniors ou ils deviennent chefs de service plus techniques. Donc moi, pour ma part, j'ai évolué vers de la gestion de projet. Donc là, ça allie à la fois le management et la technique, donc c'est plus hybride. Comme métier. Donc il y a un très large panel, un très large panel qui fait que vous avez aussi la possibilité, une fois que vous avez le diplôme, on va dire, et une fois que vous êtes lancé dans cette carrière, éventuellement de changer d'orientation ou de revenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est relativement cloisonné. Aujourd'hui, du fait de ce manque, on va dire, global d'ingénieurs en France, de cet appel d'air au niveau des ingénieurs, les parcours se décloisonnent pour favoriser la mobilité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Et maintenant, je vais un petit peu laisser s'exprimer mes collègues. Je savais que Fabien allait bien répondre à la question, il a presque tout dit. Donc, pourquoi faire ingénieur? Comme disait Fabien, déjà dans un premier temps, je pense qu'aussi c'est la richesse du métier. Parce que quand vous allez être ingénieur, Bac plus 5, vous allez forcément travailler sur des domaines de l'innovation, parce qu'on va voir dans la table ronde suivante. Donc avoir une richesse aussi en termes de métier. Vous n'allez pas avoir une journée en fait qui va être identique. Vous allez travailler normalement sur des projets qui vont être relativement importants, concrets, avec des partenaires aussi bien français qu'internationaux. Donc découvrir des nouvelles cultures aussi. Faire des déplacements aussi à l'étranger. Voilà. Donc dans un premier temps, comme le disait Fabien, donc je pense qu'un ingénieur dans un premier temps fait vraiment la partie technique sur les, on va dire, 4-5 premières années, et ensuite oui, il évolue sur des métiers de management, on va voir technico-commercial ou gestion de pays, choses comme ça. Donc vous avez des possibilités en fait d'évolution. Voilà. Ce qu'il faut vraiment retenir, ouais, je pense que c'est la richesse du métier et pas avoir une journée identique à la précédente. Merci. Alors, autre question. Vous avez parlé effectivement d'évolutions différentes, d'activités différentes, de domaines d'activités différents. Est-ce que pour autant, pour être ingénieur, on retrouve des qualités qui seraient indispensables? Bon, donc déjà, je vais compléter un petit peu juste la question précédente. En fait, si vous n'avez pas envie de vous emmerder, devenez ingénieur, quoi. On va résumer parce qu'en fait, vous avez accès à tout. Et une école d'ingénieur, ça vous permet en fait de vous adapter à tous les milieux, en fait. Et c'est ça la force du métier d'ingénieur et le fait que vous ne vous emmerderez pas le long de votre carrière, quoi. Et ça change tout. Ça change tout dans votre vie pro et ça change tout dans votre vie perso, quoi. Donc voilà. C'est bon, stop, j'arrête. C'était quoi la question en fait? Alors, la question c'est est-ce qu'il y a effectivement des qualités indispensables pour devenir ingénieur? Alors, les qualités indispensables, la première qualité, parce que tous ceux qui vous racontent dans la cour du lycée que bah non, moi je bosse pas de problème, sans rien faire, j'arrive à avoir 22 sur 20 sans rien faire, c'est des menteurs. La première qualité, c'est de bosser. Il n'y a rien d'autre qui existe. Tous ceux qui vous disent le contraire, ils vous racontent des conneries. Voilà. Donc ça, c'est la première qualité, bosser. La deuxième qualité, ben, c'est trouver la filière dans laquelle, l'endroit dans lequel on aime être, quoi. On se sente bien et il faut rien lâcher. Donc on revient toujours au même, il faut bosser, quoi. Voilà. Vous ferez rien si vous bossez pas. Par contre, si vous bossez, vous allez découvrir des univers hyper larges. Vous allez découvrir les multiples facettes que vous pouvez avoir, vous allez voyager, tu parlais tout à l'heure de déplacement, à 40 ans j'ai fait 2 fois le tour du monde. Donc voilà,
vous allez faire tout ça. Mais pour ça, pour avoir accès à ça, il y a un truc qui est incompressible, c'est qu'il faut s'y mettre, quoi. Et avoir envie, c'est tout. Je crois que le message est passé. Alors, un complément? Moi je débute là, dans la fonction. Mais bon, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai que quand on débute, enfin, dans mon cas, ça a été le cas, on fait beaucoup de terrain. Moi aujourd'hui, quand j'étais en CDD, mon travail c'était principalement de faire du contrôle. Et maintenant, je commence à aller sur plus du développement et puis de la rédaction de documents. Enfin, tout ça pour dire que pour les qualités qu'il faut avoir, c'est, je pense, faut travailler, ça je pense que vous l'avez compris, être quand même relativement autonome, ouvert d'esprit, curieux, savoir échanger avec ses collègues, techniciens, ingénieurs. Au CEA, nous on travaille aussi beaucoup avec des entreprises extérieures, des sous-traitants. Donc à ce niveau-là, c'est important de communiquer et d'échanger avec eux. Bon, après, on demande aussi à un ingénieur, je pense, d'être synthétique pour rédiger des comptes rendus de réunion, par exemple, ou des documents. Voilà. C'est ça. C'est ça. Oui, oui. Non, mais je pense qu'effectivement, après, donc après le fondamental qui est de bosser, mais ça, on n'y reviendra pas. Le curieux, non, mais c'est vrai, faut pas rêver. Quelle est la valeur ajoutée en fait? Parce que quand on parle de qualité, l'autre façon d'aborder la question, c'est la valeur ajoutée qu'on attend d'un ingénieur. Et ensuite, même d'un ingénieur expérimenté, et quelles sont les qualités qui vont nous permettre d'évoluer et qu'on ne perdra pas au long des années? C'est effectivement la curiosité, l'esprit critique, c'est-à-dire ne pas avaler tout rond ce qu'on peut vous dire ou vous présenter, pour ne pas se faire embobiner, et avoir un esprit de synthèse pour faire du reporting, parce que il y a une partie expertise, esprit critique, communication et synthèse. Donc d'un côté, vous devez travailler de façon rigoureuse, avec une certaine ouverture d'esprit, une certaine curiosité, et ensuite on va vous demander de digérer tout ça pour en faire quelque chose de synthétique et de communicable, pour que ce soit utile à votre entreprise, pardon, je bafouille. Et vous pouvez derrière cette fonction de base, on va dire, de l'ingénieur, en particulier l'ingénieur dans ses premières années, alors qu'effectivement on est principalement expert technique, voir quelles sont les qualités sous-jacentes nécessaires à la réalisation de ces tâches. Et si vous conservez ces qualités tout au long de votre carrière, elles vous seront toujours nécessaires, même lorsque vous évoluerez dans des fonctions de management. Il faut être curieux vers les personnes que vous aurez à gérer. Il faudra être capable de faire la synthèse d'une situation de crise lorsque vous avez des personnes qui ne s'entendent pas, qui n'arrivent pas à bosser ensemble, etc. Ou lorsque quelqu'un vous raconte des bêtises, et être capable de le détecter et d'en tirer les conséquences. Donc clairement, oui, je suis d'accord avec toi sur les qualités de base. Alors, je vois que le temps passe et si on va avoir quelques questions, juste une dernière question. On est mauvais élèves parce que l'année dernière, à cette table, il y avait 2 femmes et 2 hommes. Quand on regarde dans la salle, on est quand même plutôt à majorité masculine. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, être une femme ingénieure, c'est difficile? C'est encore... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si peu de femmes? Bon, pour ma part, dans le laboratoire dans lequel je travaille, la mixité est bien respectée. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il y a plus d'hommes ou de femmes dans le laboratoire. Les sciences ne sont pas réservées aux hommes. Je suis une femme, j'ai réussi. C'est accessible à toutes les femmes, je pense. Dans le laboratoire, on est 5 ingénieurs, dont 2 femmes. Et au niveau technicien, c'est pareil, c'est bien réparti. Donc je pense que ce qui compte vraiment, c'est pas d'être une femme ou un homme, c'est tout simplement d'être compétent dans sa fonction, de savoir s'affirmer quand il faut, et de travailler toujours dans cet esprit d'équipe, je dirais, et d'échanger avec les gens, et tout simplement.
Et pour autant, c'est un fait, hein. On manque de femmes, je crois, techniciennes. Donc, l'avis de ces messieurs. Alors moi, par rapport à ce point-là, je ferais plutôt un parallèle plus général, parce que pour moi, ça démarre très tôt dans la vie, quoi. Et c'est valable pour tout le monde. Ce que je dis là, c'est qu'en fait, il ne faut pas se fixer de limites. Donc c'est valable forcément pour les femmes, puisqu'on voit qu'on a l'impression, comme on est, il paraît, 50% de femmes, 50% d'hommes, là, ça me fait bizarre quand même. C'est vrai quand je vois la salle, quoi. Et en fait, dès le départ, mais que ce soit, j'ai envie de dire, chez les parents ou dans les corps enseignants, il faut effectivement éviter de se fixer des limites, parce qu'on a l'impression que quelque part, je vais choquer peut-être, hein, une fois de plus, mais les femmes s'auto-censurent en disant « je vais pas être capable de le faire ». Quoi. Putain, mais c'est pas vrai. Vous n'êtes pas plus con que les autres. Vous n'êtes pas plus intelligente non plus. Et vous n'êtes pas plus con, et surtout pas plus con. Donc en fait, eh ben, faut pas se fixer de plafond en se disant « mais ça, je saurais pas le faire ». Non, on essaye de le faire, et une fois qu'on a essayé de le faire, ou on a réussi et on sait qu'on sait le faire et on passe à l'étape suivante, ou alors on n'a pas réussi et on s'adapte, quoi. Mais si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc en fait, pour les filles, ne vous donnez pas de limites, parce que vous n'en avez pas plus que les gars. Voilà. Deuxième message bien passé. Non. Oui, alors enfin, je peux rajouter un message, alors si vous y tenez. Effectivement, je suis d'accord. D'autant plus pour revenir et faire la boucle par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'appel d'air qu'il y a sur le métier d'ingénieur, sur l'évolution globale de la société française, aujourd'hui, c'est clairement, le fait d'être une femme n'est ni un avantage ni un inconvénient. Clairement. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi, que ce soit chez Safran ou chez les amis, de femmes qui aujourd'hui travaillent sur des fonctions techniques d'ingénieur méthode dans des sociétés. Alors oui, voilà, je veux dire, en Bourgogne, il y en a. Hein. Et clairement, aujourd'hui, au niveau des politiques de recrutement des services RH, il n'y a pas particulièrement plus on ne va pas favoriser plus un homme qu'une femme, et on ne tient plus compte de ce critère-là d'une façon positive ou négative. Ça, il faut que ce soit clairement dit, et donc à ce titre-là, on voit clairement l'arrivée à des fonctions managériales de femmes de plus en plus dans les entreprises. Dans les gros groupes, alors moi j'ai la visibilité en interne de Safran, il est absolument plus rare et plus exceptionnel de trouver des femmes chefs de service, directeurs de site. Donc clairement, les perspectives sont les mêmes que les hommes. Donc évidemment, c'était incontournable d'avoir une table ronde dont le sujet était l'innovation. Donc on va commencer par toi, Daniel. Daniel Micard, tu travailles pour l'Hardy Bourgogne. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'Hardy et à quoi il sert? Merci bien. Je vais vous présenter l'Hardy, qui est en fait un voisin, puisque nous sommes implantés à quelques dizaines de mètres de ce beau bâtiment. Donc on est situé sur le campus universitaire. C'est pas anodin, c'est pas une erreur. Je crois que la notion d'innovation, il ne faut pas perdre de vue non plus, même si ce n'est pas exclusif, qu'elle est très très liée à la notion de recherche, de formation, d'avancée scientifique ou technologique. Donc sur cette base-là, le rôle de l'Hardy Bourgogne, bientôt on va parler d'Hardy Bourgogne-Franche-Comté, il va falloir bien évidemment nous aussi innover, il faut se l'appliquer à soi-même, et bien ça va être effectivement d'aider les entreprises et les porteurs de projets à intégrer la notion d'innovation. Et ce n'est pas quelque chose de très compliqué. C'est souvent effectivement une logique de démystification. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du principe que l'innovation est systématiquement réservée à une élite. Bien évidemment, on fait de l'innovation dans les biotechnologies, dans les nanotechnologies, etc. Mais je crois que c'est surtout et avant tout un état d'esprit. Et je crois que le travail que nous menons, c'est celui-ci. C'est-à-dire de se dire, l'innovation, même si vous êtes dans un secteur jugé traditionnel, même si vous êtes une TPE-PME, ça peut aussi être pour vous. Ça a été dit dans la table ronde précédente, si on a déjà l'envie, on a déjà fait une grosse partie du chemin. Alors après,
on a un rôle plus technique, si vous voulez. Notre rôle, c'est de se dire, on a plein de compétences, de proximité, avec des acteurs qui sont pas forcément accessibles. On le voit au niveau de notre université, il y a énormément de compétences, il y a énormément de moyens, il y a énormément d'infrastructures. Vous êtes les innovateurs de demain, il faut en convenir. Et je crois que ce qui est important d'intégrer, c'est qu'on a ce rôle je dirais de marieur, d'établisseur de liens entre des besoins d'entreprise et puis effectivement toutes ces compétences qui vont les aider à avancer. Parce qu'on le sait bien aujourd'hui, il faut aller vite, les produits ont des durées de vie de plus en plus courtes. Je crois qu'on a vraiment ce rôle effectivement de mettre en lumière les compétences. Et je crois que tout ce qu'on fait, et cette maison qui vous accueille, vous êtes les bienvenus parce que je crois qu'on aura parfaitement gagné le jour où ce sera votre maison, c'est-à-dire la maison des chercheurs, la maison des entrepreneurs, la maison des étudiants, la maison des enseignants, pour qu'effectivement dans ces logiques un petit peu de fertilisation croisée auxquelles on croit beaucoup, hein, ça marche dans le domaine de la botanique, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas dans le domaine de l'innovation, et bien effectivement des ponts se lient, et je crois qu'effectivement il faut savoir faire un petit peu l'éloge de la différence, je crois et de la complémentarité pour qu'effectivement les projets aboutissent. Et je crois qu'on a... Je vais faire un petit parallèle à une opération qui s'est déroulée il y a quelques semaines en ce lieu, qui était les entrepreneuriales. Et bien, effectivement, c'est exactement la même philosophie. La logique des entrepreneuriales, c'était de se dire, on va travailler sur un projet d'entreprise, plus ou moins fictif, plus ou moins virtuel. C'est pas ça qui est important. C'est qu'on va aborder un projet avec des compétences différentes, et pour essayer de le construire au mieux. Et là, avec les éclairages, je peux vous dire qu'on a des très belles réalisations. Et si je peux, moi, personnellement, vous donner un conseil, c'est celui-ci, c'est celui de vous ouvrir sur votre environnement. On a des technologies numériques aujourd'hui. Si vous n'accédez pas à l'information, vous n'êtes pas pardonnable. Je veux dire, tout est facilité, tout est possible. Après, il faut trier la bonne information, j'en conviens. Mais je crois que ça, c'est un point qui nous semble important, et je crois que c'est un petit peu notre travail au quotidien. Alors, est-ce que tu veux dire un mot sur l'innovation et l'environnement en particulier, puisqu'il y a des enjeux environnementaux et comment est-ce qu'à l'Ardi vous prenez part à cette problématique, à cet enjeu entre innovation et sauvegarde de l'environnement? Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui on dit on est dans un continent qui est la vieille Europe. Alors effectivement, les marchés sont matures. Donc on peut avoir un raisonnement en termes de sinistrose. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que demain, si on se dit qu'on va attaquer le problème d'une autre manière, en se disant l'innovation sera un moyen de se différencier, c'est la définition de l'innovation, c'est de se dire je vais faire autre chose que ce qui a déjà été fait jusqu'à précédent. Bien évidemment, Stéphanie le disait, le développement durable, il y a énormément de pans à explorer, je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue. L'international. Aujourd'hui, on ne raisonne plus à l'échelon régional ou hexagonal, c'est évident. Et puis, il y a aussi les technologies numériques qui vont permettre de créer du lien entre toutes ces dynamiques et effectivement avoir une efficacité et qui permettra effectivement, disons-le, à l'entreprise d'être compétitive, c'est-à-dire d'être là demain, après-demain et après-après-demain. Je crois que ça, c'est un point qui est important. Donc, on a des actions pour répondre à la question de Stéphanie. On a des actions là aussi pour démystifier la notion d'éco-innovation. Parce que c'est vrai, on parle de contraintes, des contraintes environnementales, donc ça peut faire peur, les contraintes, c'est un pléonasme, mais c'est contraignant. Et je crois que ce qui est important de ne pas perdre de vue, c'est que ça peut surtout et avant tout être une opportunité, à condition d'avoir la volonté de s'inscrire dans ce type de réflexion. Mais aujourd'hui, je vous ai donné 2, 3, 4 pistes là, sur lesquelles effectivement demain, je crois qu'on aura vraiment des pans de développement, des pans d'emploi, des pans d'épanouissement pour vos carrières sur ces thèmes-là, et ça sera fructueux pour vous, pour votre région et pour notre économie nationale. Merci Daniel. Je passe la parole à Valérie. Valérie, vous travaillez donc chez Orange et vous êtes responsable du recrutement externe. Alors l'innovation, je crois que ça ne se fait pas que dans le domaine des produits, mais comment est-ce que dans le recrutement, ça peut se traduire, et chez Orange en particulier? Alors, dans le recrutement, effectivement, nous avons des enjeux majeurs chez Orange aujourd'hui, puisque nous avons quelques 6000 personnes à recruter dans les 3 ans à venir. Donc, pour susciter des vocations dans ces métiers principalement du numérique, nous allons recruter principalement des techniciens, des ingénieurs.
nous avons besoin de donner envie et que les gens postulent chez Orange. Donc pour cela, nous innovons et nous avons mis en place un nouveau projet qui s'appelle Attractivité des métiers des réseaux de l'IT. Donc l'IT, on en parle beaucoup actuellement. Alors vous avez un nouveau jeu par exemple où tous les jeunes peuvent aller sur le site qui s'appelle orange.jobs et là vous allez avoir des questions sur ces métiers des nouvelles technologies, sur ces métiers du data et donc ce sont des jeux qui sont parce que ça se fait depuis tout jeune, donc ce sont des jeux pour les collégiens, les lycéens, et là vous avez des opportunités pour gagner des beaux jeux tels que des tablettes, tels que plein de choses comme ça, et ça marche vraiment très bien. Donc c'est parti depuis le 22 mars, donc si certaines personnes dans la salle sont intéressées, vous pouvez aller voir ça sur orange.jobs et vous verrez en même temps nos offres. Vous avez aussi des MOOC qui sont des nouvelles méthodes de formation qui permettent de se former à déjà avoir une idée de ces nouveaux métiers, des nouvelles technologies et qui vous permettront de découvrir ces métiers du réseau. Donc vous voyez beaucoup de possibilités d'innovation aussi dans le recrutement parce que c'est pas simple d'attirer les talents. Voilà. Merci. Alors on passe à vous, Briac Colobert, vous travaillez chez Proteor. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord quelle est l'activité de l'entreprise? Alors, donc Proteor, c'est prothèse-orthèse en fait à la base. Donc c'est une société qui a un siècle, un peu plus d'un siècle. C'est une société locale, Genèse, enfin, en tout cas le siège est à, voilà, l'usine est à Sœurs. On est à peu près 600 personnes en France, 700, un peu plus de 700 si on compte les filiales à l'étranger. Donc on fabrique des dispositifs médicaux sur mesure. Les composants sont fabriqués à Sœurs. Les composants, j'entends le pied, le genou, tous les éléments qui permettent de réaliser l'appareillage complet pour la prothèse ou l'orthèse. Et les éléments sont assemblés ensuite par des orthoprothésistes dans les différentes succursales qu'on peut avoir, donc sur le territoire français ou à l'étranger. Donc on distribue les composants. On peut par exemple vendre un genou en Chine, aux États-Unis, n'importe où. Et puis on va aussi avoir l'activité d'assemblage de ces composants, de travail avec les patients pour leur remettre un dispositif qui est réalisé sur mesure. Alors l'innovation chez nous, en fait, on doit prendre régulièrement des virages. On peut pas, un petit mot juste sur ce qu'on entend d'ailleurs entre recherche et innovation. Recherche, moi j'entends vraiment la production de connaissances. Donc ce qui peut sortir de l'université, et puis le développement, l'innovation, le développement pour moi c'est vraiment la réalisation du produit ou du service. Et donc d'un côté j'attends une production de connaissances de l'université et j'espère le moins possible à avoir de recherche à faire et de pouvoir me concentrer sur le développement. Malheureusement c'est pas toujours le cas. Et enfin nous, notre travail, comme on assemble beaucoup de technologies différentes, de plastique, d'électronique, de logiciels, des capteurs, enfin, énormément de choses différentes, on ne peut pas développer des composants électroniques, des accéléromètres, n'importe quoi, de la vision, on ne peut pas tout développer. Donc on est très très en veille et on va souvent identifier des technologies qui émergent d'autres secteurs, par exemple dans les années 90, il y a eu les accéléromètres, les goniomètres vraiment embarqués pour l'automobile. Nous, on a pu s'en servir pour les intégrer dans les genoux 10 ans plus tard, on va dire. Mais à la base, ce ne sont évidemment pas des composants que nous, par notre petit marché, on peut faire développer. Donc il y a cette capacité à suivre différentes technologies, les matériaux plastiques. En ce moment, une des révolutions pour nous, donc jusqu'il y a 10 ans, en fait, on faisait toutes les mesures, tous les moulages des patients se faisaient par plâtre. Donc en 10 ans, on est passé de 80% de plâtre à 80% de scan, de numérisation. À partir de quelle technologie? À partir des Kinect, des Xbox, qui sont sortis 2010-2011. Donc nous, depuis 2011, on utilise des Kinect pour numériser les patients dans toutes les succursales de Proteor et dans le monde. Donc ces technologies-là, et puis bientôt, évidemment, tout ça s'intègre dans les téléphones, donc ces technologies-là, ça bouge beaucoup. Aujourd'hui, il y a d'autres technos, l'impression 3D. L'impression 3D, on l'utilise depuis 30 ans en tant que fabricant sur une usine avec des gros investissements, mais il y a aussi dans les succursales, pour le patient, pour la proximité, de pouvoir utiliser des dispositifs
beaucoup moins coûteux et en même temps proposer des services nouveaux. Donc l'innovation à Proteor, c'est très très large, ça demande une veille importante, on ne peut plus être spécialiste de tout. Historiquement, on faisait de la mécanique, hein, c'était des genoux purement mécaniques, et maintenant il faut faire de l'électronique, faire les logiciels qui vont dedans. Et enfin, on a parlé d'une chose, c'est vrai que l'innovation, comme le disait madame, c'est aussi au niveau des comportements, des usages, et la veille sur l'usage. Vous êtes des experts techniques, vous essayez de pousser une technologie que vous connaissez, mais c'est aussi la capacité d'identifier des nouveaux usages et avoir, à partir de cet usage, définir qu'est-ce qu'on peut faire pour un nouvel usage. Donc là-dessus aussi, c'est vraiment votre capacité à vous imprégner du monde autour duquel vous vivez, pour définir, ah oui, il y a peut-être quelque chose à faire avec les technos que je connais. Alors merci. On revient à vous, Vincent Thivon, donc, qui cherchait et développait des solutions en RFID. Donc l'innovation, elle est un petit peu quotidienne presque chez vous pour répondre à la demande de vos clients, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors déjà il faut bien comprendre en fait à quoi sert en fait l'innovation. Clairement, moi je suis gérant de société, je vends des produits. Qu'est-ce qui se passe quand on va vendre des produits? Typiquement, on a des concurrents. Qu'est-ce qui va se passer? Notre client il va nous demander qu'est-ce que vous avez en plus par rapport à ce qui est existant en fait sur le marché. Donc nous on va répondre en fait à cette question via les innovations en fait que l'on développe. Donc clairement, l'innovation c'est une partie très importante en fait au sein de notre société. C'est ce qui va nous permettre justement de vendre des produits et rentrer en fait de l'argent en fait dans notre société. Voilà. Donc nous, la partie innovation, en fait, on va dire que ça va être une vraie arme en fait qui va nous permettre justement en fait de vendre nos produits. Donc vous, la chance que vous avez, c'est que vous devez avoir autour de 17-18 ans. La chance que vous avez, c'est qu'actuellement, vous avez tous un smartphone qui est connecté en fait maintenant à Internet et vous avez une multitude en fait d'informations accessibles extrêmement rapidement et à tout moment. Donc ce qui vous permet en fait d'avoir énormément d'informations qui arrivent, faire énormément de veille technologique et aussi d'avoir une multitude en fait d'avoir une multitude d'idées qui peuvent arriver en fait relativement rapidement. Donc essayer de miser aussi justement en fait sur ces choses-là pour pouvoir essayer d'avoir des idées, essayer de créer en fait des choses nouvelles qui n'existent pas et tout ça. Donc après c'est pour ça aussi que la partie innovation on la met en fait dans les critères en fait de notation au sein de vos projets en fait qu'on a noté en fait ce matin. Donc c'était un critère relativement quand même important et c'est pour ça en fait qu'on vous demande justement en fait de créer des choses nouvelles parce que ça va vous servir en fait pour vous démarquer en fait des autres. Voilà. Donc peut-être juste quelque chose en plus. Donc nous l'innovation en fait ça nous a permis en fait de travailler avec des grands groupes. Typiquement là on travaille avec les SNCF, on a travaillé avec Orange sur toute une partie en fait TFC, on a travaillé avec ArcelorMittal, le groupe Forestille, et peut-être bientôt avec Vrillac et Proteor. C'est une invitation. Bonjour à tous, j'ose pas dire toutes. Allez, je rigole, mais j'espère que au travers de de tous les projets que vous avez développés, vous amènerez des filles avec vous pour faire partager vos passions. C'est un petit message de démarrage. Je suis aussi ingénieure de formation, mais je n'ai pas fait que ça. Mais un jour, j'espère avoir l'occasion de vous raconter comment ça s'est passé, parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Puis finalement, je le regrette absolument pas. Et je pense que ce diplôme d'ingénieur que j'ai pu avoir m'a permis d'ouvrir plein de choses, parce que j'en ai retiré plus une méthode de travail, une passion. On disait on va à l'intérieur des objets, on va à l'intérieur de la compréhension d'une mécanique pour pouvoir faire quelque chose de soi-même, de son avenir ou d'un produit. Bon, je pense c'est assez passionnant et on peut faire plein de choses au travers de ça.
Mais ce n'est pas l'objet de mon discours. Alors je voulais quand même déjà saluer le rectorat. Je ne sais pas si le recteur est arrivé, il arrive, de cher Denis Rolland. Saluer le président de l'Université de Bourgogne qui devrait nous rejoindre, si j'ai bien compris. Saluer monsieur le directeur de l'ISIREM. Et puis tous les responsables représentants d'établissements, les responsables représentants d'entreprises, les enseignants et l'ensemble des partenaires, mesdames, messieurs, et chers lycéens, chères lycéennes. Orange a l'honneur de parrainer cette 7e édition régionale de la finale des Olympiades des sciences de l'ingénieur. J'en remercie donc le rectorat, l'Université de Bourgogne et les IREM. Je vous remercie de m'avoir proposé d'être la marraine de cette édition. Et ce marrainage est dans la continuité des liens qui nous unissent. Je salue les établissements et les enseignants qui mènent cette action éducative pour des lycéens qui demain seront des forces vives de la société, de l'économie. Ces Olympiades permettent à vous, lycéens et lycéennes, de révéler votre esprit d'initiative et de créativité. Elles mettent en place une dynamique d'équipe et en vous autorisant à imaginer et réaliser ensemble des projets novateurs. Merci à toutes les équipes ingénieuses de Bourgogne venues présenter des projets innovants qui témoignent d'envie, de créativité et d'engagement. Je peux affirmer que l'innovation et l'entrepreneuriat sont en route. J'en veux pour preuve les retours que j'ai eus du jury de sélection qui s'est tenu ce matin. Tous ont souligné la richesse et la diversité de vos projets. Je vous adresse à tous mes plus sincères félicitations et je vous encourage à créer, développer encore et toujours pour construire l'avenir que vous représentez. Les tables rondes, le métier de l'ingénieur et innover et entreprendre montrent le lien important qui unit l'enseignement et l'entreprise. Ce lien nous permet, nous, entreprises, de bien comprendre les enjeux de nos jeunes étudiants et étudiantes et de les éclairer, les aider et les conforter dans leur aspiration et leur orientation. Guider les jeunes dans leur orientation, favoriser l'innovation et les aider tout au long de leur parcours d'étudiants, cela fait partie de la stratégie d'Orange. Le groupe Orange est un opérateur majeur de télécommunications en France et dans le monde. Nous représentons plus de 40 milliards de chiffre d'affaires et 156 000 salariés en France et à l'international. Nous sommes présents dans plus de 30 pays dans le domaine du grand public, mais aussi 220 pays dans le domaine des grandes entreprises. Orange compte plus de 263 millions de clients mobiles dans le monde et près de 1,8 million de clients sur la fibre et 18 millions de clients 4G mobiles en Europe. En France, Orange est présent sur tout le territoire, proche des clients, des entreprises, des institutions et des partenaires. Ce sont 2700 salariés qui travaillent en Bourgogne-Franche-Comté. L'innovation, c'est le moteur d'Orange. Plus de 5000 chercheurs, ingénieurs, techniciens, designers et marketeurs travaillent au service de l'innovation. Nos Orange Labs sont présents dans 12 pays sur 4 continents. Notre ambition est de devenir le premier opérateur de l'ère Internet, avec au cœur de notre fonctionnement l'Internet, le Big Data et les objets connectés. L'Open Innovation est essentielle dans notre plan stratégique. Elle apporte l'agilité pour fabriquer l'innovation autrement, en interaction avec les écosystèmes innovants et les marchés locaux. Dans ce sens, et pour favoriser les vocations dans le numérique et l'innovation, Orange met en œuvre une politique volontariste pour adapter les compétences et renforcer les relations avec le monde de l'éducation. Notre ambition commune est de favoriser et d'améliorer l'orientation, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. Nous souhaitons favoriser le développement des relations et des actions qui permettent le rapprochement du monde de l'école et celui de l'entreprise. Plusieurs initiatives sont mises en œuvre chez Orange, comme par exemple le renforcement des relations avec les établissements d'enseignement. Nous travaillons dans la région avec plus d'une vingtaine d'établissements scolaires et centres de formation partenaires
nous engageons des partenariats avec des écoles, des centres de formation pour les formations de la vente ou des métiers techniques et des CFA. Une politique volontariste de recrutement d'alternants. En 2016, comme dans les années précédentes, Orange réaffirme sa volonté de maintenir à 5000 le nombre d'alternants dans le groupe. À fin 2015, en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 129 alternants qui étaient engagés avec Orange dans un parcours d'insertion. Donc, quota d'alternants de 7% qui est largement supérieur à nos obligations légales. Et de plus, nous avons accueilli 32 stagiaires sur le même périmètre de Bourgogne-Franche-Comté. La mise en œuvre d'une organisation interne qui favorise l'accueil de nos alternants. Chaque alternant a un tuteur. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, nous mobilisons 118 tuteurs dans la démarche d'accompagnement. Par exemple, nous avons à date 3 étudiants de l'ESIREM qui sont en stage de 5e année dans une unité opérationnelle et qui sont suivis par un tuteur. Le développement d'une politique ambitieuse en matière d'insertion. Au travers de l'accord intergénérationnel que nous avons signé en décembre 2015, le groupe renouvelle ses engagements ambitieux en faveur de la formation et de l'insertion durable de jeunes avec, Valérie Fourchotte vous l'a dit tout à l'heure, 6000 recrutements externes en CDI sur la période 2016-2018. À savoir que sur ces 6000 recrutements externes, nous allons respecter un quota d'au moins égal à 30% de taux de féminisation et un taux de 60% de jeunes de moins de 30 ans. Le groupe Orange conforte sa position de premier recruteur du secteur des télécommunications. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, c'est 150 recrutements en CDI que nous prévoyons pour la période 2016-2018. Et en 2015, nous avons déjà recruté environ 90 salariés en Bourgogne-Franche-Comté et le vivier de ces recrutements a été majoritairement pris dans notre vivier d'alternants que nous avons formés. La mise en œuvre d'une politique active en matière de diversité autour de 3 dimensions, et nous allons arriver à un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors nous avons abordé le sujet d'attirer les femmes dans les métiers techniques, métiers d'ingénieur. Eh bien, je vous annonce que nous avons lancé en 2016 la première classe de femmes destinée à renforcer la féminisation des métiers techniques. Nous recrutons 14 femmes en Bourgogne-Franche-Comté en alternance, en contrat de professionnalisation de techniciennes réseau et télécommunications d'entreprise. Et compte tenu du succès de l'opération, d'autres classes au féminin seront lancées dans les années à venir. Un autre sujet, c'est le handicap et son accompagnement. Nous travaillons avec l'ADAP 21, l'AGEP 21, le MEDEF 21 et 71, Cap Emploi Dijon pour le recrutement et l'identification de candidatures. L'autre sujet, c'est l'égalité des chances et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Nous avons aujourd'hui 52 salariés sur la direction Orange Est qui sont aujourd'hui volontaires auprès de différentes associations, Énergie Jeune, Passeport Avenir et Capital Filles, qui est un programme qui accompagne par du tutorat de volontaires d'entreprises. Donc c'est Orange qui a lancé cette idée de Capital Filles. Donc aujourd'hui en Bourgogne, ce sont une dizaine d'entreprises qui adhèrent à ce programme. Et nous avons environ 220 marraines chez nous qui accompagnent individuellement des jeunes lycéennes dans leur orientation ou l'appétence, en tout cas, pour l'orientation dans une filière technique. Et en février 2016, j'ai donc eu l'honneur, aux côtés du rectorat, de lancer officiellement Capital Filles Bourgogne. En plus de ces exemples d'initiatives, la Fondation Orange agit dans l'éducation par le numérique. Elle a lancé plusieurs programmes qui apportent des contenus de formation à des populations défavorisées. Par exemple, les enseignements de la Khan Academy, ce sont des aides pour des équipements numériques qui permettent l'accès au contenu scolaire. Des salariés sont bénévoles dans la mise en place de ces programmes et partagent régulièrement leur expérience professionnelle ou personnelle dans des ateliers ciblés. Donc ensemble, nous montrons unanimement l'attachement à la jeunesse et à l'innovation. Nous rendons hommage à tous les participants, lycéens, lycéennes, établissements, enseignants, autour des valeurs que nous partageons
l'ambition, la modernité, le dynamisme et le talent. Nous, les professionnels, devons assurer les meilleures conditions pour que vous puissiez exprimer votre créativité. Pour cela, nous devons développer ensemble des coopérations, réaliser des projets pour offrir des perspectives et des opportunités propices à l'émergence des talents et nécessaires au développement de notre société. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, et puis je ne dirai que quelques mots, et principalement, toute sincérité, des mots de remerciement. Remerciement à tous ceux qui ont organisé cette journée, parce que ça devient un tel événement que l'organisation devient très très importante. Il y a un enjeu national, c'est aussi, j'y reviendrai dans quelques instants, c'est aussi un réconfort pour nous qui avons lancé la rénovation de la voie technologique il y a quelques années, en faisant un petit peu table rase de l'ancienne pédagogie qui devient de plus en plus obsolète, en allant vers des pédagogies actives. Et puis surtout remercier les enseignants qui ont osé entreprendre une des nouvelles valeurs qu'on veut faire rentrer dans notre système éducatif. On a fait rentrer d'ailleurs dans la réforme de la voie technologique, qu'on appelle encore parfois d'ailleurs des valeurs non académiques, au sens où elles ne sont pas assez évaluées au niveau de nos examens. Entreprendre, travailler en équipe, communiquer, ce sont des valeurs dont on ne peut pas se passer pour garantir une insertion professionnelle pérenne. Je pense que vous l'avez tous compris. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la mondialisation. Vous voyez qu'on a introduit aussi dans la réforme de la voie technologique. Je parle de la voie technologique parce qu'elle concerne beaucoup d'élèves. Et je tiens à les féliciter du travail qu'ils ont fait ce matin. L'international, parce qu'on a innové aussi en introduisant un enseignement de technologie en langue vivante. Et puis, le retour d'expérience, maintenant quelques années après, c'est de voir que ce qui a été proposé, qui était quand même révolutionnaire par rapport aux pratiques habituelles, évalué par exemple avec un coefficient aussi fort qu'en STI 2D, le coefficient est de 12 pour le projet que vous présentez, alors que ce n'est pas un sujet national où vous êtes tout seul devant une copie, c'était rompre avec une tradition qui a bousculé certains acquis, si je peux dire, surtout au sens de l'ordre établi. Donc là aussi, il y a une innovation pédagogique au sein de l'éducation nationale qui se poursuit. Quand notre ministre parle de révolution copernicienne, le terme est vraiment exact, entre autres avec la réforme du collège, où ce que j'ai vu ce matin est encore promu de façon encore plus transdisciplinaire à travers, par exemple, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Donc là, l'innovation est en marche. Et puis quand on comprend et qu'on décode le monde qui nous attend, on comprend qu'il ne faut pas revenir en arrière et continuer à progresser. Et ce que vous nous avez montré ce matin, c'est que vous êtes capable d'innover, pour certains de pousser jusqu'au rêve, l'envie de réaliser peut-être quelque chose qui a priori était impossible à réaliser, continuer à penser de cette façon-là, et la diversité que vous avez pu montrer à travers les choix des thèmes que vous avez retenus, renforce encore notre idée, plus large, que la diversité est vraiment une richesse et qu'il faut aussi la préserver et la cultiver. Pour terminer, je reviens simplement sur ces mots de remerciement envers vous, les élèves, parce que la réponse que vous apportez rend pertinente finalement la réforme qui a été engagée il y a quelques années au niveau du lycée. On va certainement continuer à l'adapter. Donc participer en tant qu'observateur aux Olympiades de sciences de l'ingénieur, ça nous donne beaucoup d'informations sur le vécu, sur le réel. Et vous représentez pour nous, nous sommes d'une autre génération, une réelle promesse d'avenir. Bonne continuation à tous. Bien, mesdames et messieurs, monsieur le recteur, mon cher Denis, monsieur le directeur de l'ESIREM, mon cher Gilles, madame la directrice régionale d'Orange, qui est ici, chère Véronique, chers collègues, chers lycéens, chers amis, c'est avec un très grand plaisir que je participe à cette remise des prix des Olympiades
des sciences de l'ingénieur. Réellement un très très grand plaisir parce que ceux qui me connaissent savent l'intérêt très grand que je porte à l'ingénierie dans notre région de Bourgogne. Et l'Université de Bourgogne est donc particulièrement heureuse d'accueillir en son sein, sur le campus dijonnais, cette finale académique. Ceci contribue à tisser des liens supplémentaires avec les lycées. Et Dieu sait si le lien entre les lycées et l'enseignement supérieur est absolument déterminant dans l'orientation, dans la détermination de l'avenir des jeunes. Tisser des liens supplémentaires avec les entreprises qui sont nos partenaires. Et puis surtout, cela permet à vous, jeunes lycéens qui êtes présents aujourd'hui, eh bien, de découvrir l'université et en particulier de découvrir l'une de ses plus belles composantes, l'une de ses écoles qui est les IREM. Pour cette 7e édition des Olympiades des sciences de l'ingénieur et la 4e, je crois, qui se déroule ici à les IREM, je sais que les Olympiades ont rencontré un très vif succès. 91 équipes se sont préparées, 30 ont été finalement sélectionnées pour la finale académique. Et dans le cadre de cette finale académique, eh bien, 14 lycées bourguignons sont représentés. L'Académie de Dijon représente ainsi la 3e académie en France en nombre d'équipes qui sont inscrites. Et ceci témoigne bien de l'intérêt et du dynamisme des lycées de notre territoire, de leur intérêt pour les sciences de l'ingénieur. Et ceci nous engage, nous, universités, en tant que premier établissement d'enseignement supérieur et de recherche de Bourgogne, eh bien, à les accueillir, à vous accueillir, toutes et tous, chères lycéennes et chers lycéens, pour essayer de vous accompagner du mieux qu'il est possible de le faire dans la construction de votre avenir et dans votre projet professionnel. Je me réjouis donc de cette réussite, car les Olympiades permettent aux lycéens de découvrir les métiers des sciences, de découvrir les métiers de l'ingénierie, mais vous permettent de développer votre esprit critique, d'apprendre quelque chose qui est déterminant pour l'avenir, qui est le travail en équipe, d'apprendre aussi le travail par projet. C'est une expérience qui est terriblement enrichissante et je ne doute pas que cette expérience l'a été également pour vos enseignants, tout comme elle l'est pour les professionnels et pour les personnels de notre université qui ont accepté d'y participer. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée de remercier les partenaires de cet événement qui sont nombreux, remercier Orange, par exemple, qui dans le cadre de son activité de proximité et de ses actions en faveur de l'enseignement, des métiers du numérique et de l'innovation, a décidé de soutenir cet événement en Bourgogne. Madame Morlingen, donc au-delà du partenariat d'Orange, je vous remercie très chaleureusement de participer personnellement, d'être présente personnellement à cette clôture et à cette remise des prix. Avant de conclure, je voudrais également féliciter chacun des participants, tout particulièrement les lycéennes et les lycéens des équipes qui sont arrivés en tête et qui auront la responsabilité de représenter la Bourgogne pour la finale nationale à Paris en mai prochain au sein du groupe Schneider. Et sachez que nous avons tous le regard braqué sur vous et que nous comptons tous sur vous. Merci également aux organisateurs de ces Olympiades, merci aux enseignants qui se sont fortement mobilisés pour ce projet, et puis merci encore à toutes celles et ceux qui ont participé au jury, et aux étudiants et anciens étudiants qui ont témoigné et qui auront, je n'en doute pas, suscité bien des vocations. Bon, alors vous lycéens, je pense que vous commencez à trouver le temps un petit peu long, mais c'est comme ça aussi de temps en temps, il faut que la sauce monte, il faut que le pain lève, hein, et donc je crois que c'est le dernier discours. Hein. Monsieur le Président de l'Université, cher Alain, Monsieur le Directeur de les IREM, qui accueillait pour la 4e année consécutive ces finales des Olympiades des sciences, Mesdames et Messieurs les partenaires, et c'est important de noter que, vous voyez, à la tribune, il y a eu une femme, puis après, il y a eu beaucoup d'hommes. Dans cette salle, il y a quand même plus de lycéens que de lycéennes. Il faut que ça change. C'est aussi simple que ça, et je suis très heureux, chère Véronique, que vous nous ayez aidés
à montrer la voie de l'investissement de l'entreprise et du fait que notamment les carrières d'ingénieurs sont faites aussi bien évidemment pour les hommes, pour les femmes que pour les hommes. Monsieur l'inspecteur général, mesdames et messieurs les inspecteurs, et je tenais à ce que notre coordonnateur académique de ce prix soit à mes côtés tout de suite, c'est lui qui fait le travail, pas moi finalement. Mesdames et messieurs les professeurs, je ne voudrais pas oublier la cellule Relations École-Entreprise de l'Académie, chers collègues, aussi les proviseurs qui accompagnent ces expériences, chers collègues, chers élèves, je voudrais vous dire que Monsieur l'inspecteur général vient de parler, avant le président de l'université, de révolution. Révolution, ça veut dire res voluere, les choses qui bougent. C'est aussi simple que ça. On a besoin qu'avec vous, notre avenir bouge. Et en Bourgogne, on a besoin, au moins autant qu'ailleurs, en Bourgogne-Franche-Comté, voire plus, on a besoin de vous pour construire cet avenir. Cette relation école-entreprise que vous voyez ici, que vous expérimentez ici aussi, elle est absolument fondamentale. Nous formons dans l'éducation nationale, à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, des jeunes pour l'économie, pour la société. Donc cette relation doit être aussi étroite que possible. Donc, après avoir chaleureusement remercié le président Bonin, cher Alain, le directeur de l'ESIREM qui nous accueille aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'on a besoin de ce que vous faites aujourd'hui, vous les jeunes, c'est-à-dire de vous aider au lycée à vous envoyer dans les rêves que mentionnait Monsieur l'inspecteur général, votre avenir, l'enseignement supérieur. Vous êtes en série générale technologique, vous avez un avenir qui passe pratiquement inévitablement par l'enseignement supérieur. Donnez-vous de l'avenir et nous vous accompagnerons enseignement supérieur, recherche et éducation nationale. Je voudrais vous dire que vous avez travaillé aujourd'hui sur des projets qui ont du sens. Le dispositif anti-somnolence, moi qui me suis déjà endormi une fois au volant pour avoir un peu forcé ou tiré sur la corde, comme on dit, on a besoin de ça. Quand vous travaillez sur les distributeurs de médicaments automatiques, c'est pareil. Même un pilulier, une personne âgée, ne s'y retrouve pas toujours dans les compartiments du pilulier. Lorsque vous travaillez sur la ruche 2.0, sincèrement, je ne sais pas le détail du projet, mais s'il s'agit bien d'apiculture, ce qui n'est pas sûr, c'est peut-être une métaphore, mais c'est de l'apiculture, eh bien on sait que avec tout le travail qu'on fait sur la législation, sur certains pesticides en particulier, qu'on retrouve à la cause de la mortalité des abeilles, on sait que vous êtes sur du fondamental. Ce n'est pas de l'écologie pour faire de l'écologie, c'est construire notre avenir, et l'avenir le plus sain possible qu'il soit possible d'inventer. Lorsque vous travaillez sur le piano cocktail, ou piano-cocktail apparemment, moi ça me rappelle Boris Vian évidemment, hein, parce qu'on a déjà vu ça. Je voudrais simplement vous dire qu'avec votre créativité, avant de remettre les récompenses, vous avez tous mérité. Et je voudrais que, avant d'aller un petit peu plus loin dans mon discours, et le plus vite possible pour vous vers la fin, je voudrais qu'on vous applaudisse tous, vous, vos professeurs, vos proviseurs, pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez fait 3 choses aujourd'hui. Vous avez assisté à des tables rondes. Il faut écouter pour apprendre, c'est évident. Vous avez réalisé des projets expérimentaux, pluritechnologiques. Et j'aime bien que ça commence par ça. On observe, on écoute, on réalise, et après on travaille, on planche. Vous avez aussi planché des heures sur des problèmes. Je crois que c'est la construction du savoir. On regarde, on observe, on écoute,
on touche, on expérimente, on manipule. De là, on tire des lois, on tire des règles, y compris d'ailleurs au-delà de la technologie, en management, évidemment. Et puis, après, on continue. Je crois que ce challenge, ces Olympiades, s'ajoutent clairement à un objectif que nous avons tous en commun, à l'université, dans cette école d'ingénieurs, dans les IUT, dans les BTS. C'est l'idée qu'il faut être concret, qu'il faut travailler dans une logique de projet. Nous ne sommes pas assez, dans l'enseignement supérieur français encore aujourd'hui, dans la manipulation, dans le projet. Il en faut pour tous. On sélectionne parfois un petit peu trop sur les maths et la physique d'abord. Il faut des maths et de la physique, évidemment. Mais il faut plein d'autres choses et il ne faut pas décourager ceux pour qui c'est éventuellement un peu plus difficile. Alors, je voudrais bien sûr féliciter la qualité de l'encadrement qui vous a accueilli aujourd'hui, féliciter votre goût pour la recherche, votre goût pour la démarche expérimentale, et féliciter tous ceux qui vous encadrent dans ce sens-là. Ça montre que finalement, il n'y a pas de travail sans plaisir, il n'y a pas de recherche sans plaisir, et qu'il faut partager entre vous, entre nous, entre générations aussi, pour arriver à construire quelque chose de sérieux. Il y a une foi dans le progrès que nous avons tous, on sait bien les limites du progrès, et en même temps, on sait qu'avec vous, c'est un grand philosophe qui le disait, les idées qui bouleversent le monde marchent à pas de colombe. Ça ne se voit pas, notre travail. Le travail du chercheur dans son laboratoire, il peut passer 3 ans, 5 ans à l'université, en entreprise, ailleurs. Il ne sait pas nécessairement où il va. Et puis un jour, il sort quelque chose et un autre va construire à partir de ce travail-là. Sans progrès, il faut qu'on en soit tous convaincus, y compris pour nos valeurs et l'avenir de notre démocratie. Sans progrès, il n'y a pas de paix possible. Sans paix, il n'y a pas de progrès possible. C'est le secrétaire général de l'ONU qui le disait. Je crois que c'est valable pour nous tous. Et je crois que la science et la technologie que vous pratiquez, que vous mettez en œuvre et que j'espère vous allez continuer à mettre en œuvre à Bac+3, Bac+5, le plus loin possible, pour vous, pour vos familles, pour notre région et pour notre avenir collectif, eh bien, tout cela, c'est essentiel. Et puis, que ce que vous faites aujourd'hui vous dise définitivement qu'il peut y avoir des moments de découragement. Quand on prépare le baccalauréat, il y a des moments où on en a assez de travailler. Quand on prépare un concours d'entrée à une école d'ingénieur, il y a des moments aussi où on est découragé. Quand on est dans les premières années, les premiers semestres d'une école d'ingénieur, d'un DUT, etc., il y a des moments où on a l'impression d'avoir les épaules lourdes. Mais souvenez-vous qu'aujourd'hui, on vous a tous récompensés avant même de savoir qui a eu un prix. Vous avez cette volonté-là, ne la lâchez pas, vous en avez besoin et nous en avons besoin. Et la science, la technologie, c'est comme l'art. C'est un grand peintre, Georges Braque, qui écrivait « L'art est fait pour troubler et la science pour rassurer ». Bien sûr que la science, ça peut faire peur, notamment dans la science-fiction, mais en même temps, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour la révolution numérique, pour tous les médias, les moyens de communication, et la collègue d'Orange la connaît encore mieux que moi, évidemment, pour l'avenir de nos ressources en eau, en énergie, pour le développement durable, et vous avez à quelques kilomètres d'ici des constructeurs d'éoliennes qui participent à ce développement durable dont nous avons besoin pour la santé, et le président Benin, un médecin, ne dira pas le contraire. Vous allez être confrontés à des défis. Comme aujourd'hui, vous devez les relever. On ne gagne pas à tous les coups, mais en travaillant, on gagne finalement à tous les coups. 30 équipes présentes. Les 2 meilleures iront en finale nationale, une en SSI et une en STI2D. Nous comptons précisément 20 équipes de SSI plus 10 équipes de STI2D, issues de 14 lycées de Bourgogne, lycées généraux et technologiques. Ça fait 112 élèves. Et moi, je voudrais vous dire que hier, j'étais avec 300 ou 400 élèves. Hier soir, entre 21h et minuit, à Châlons,
Ils planchaient pas en technologie ou en sciences, ils planchaient sur la solidarité internationale. Rien à dire, tout ça s'équivaut, tout ça s'imbrique, vous avez de l'ambition, vous avez de l'avenir, et nous, c'est pas souvent que dans l'éducation nationale on vous dit ça, on a besoin de vous, c'est pas l'inverse. Alors, je crois qu'il est temps de passer à la remise des prix, et c'est l'inspecteur qui va être le maître de cérémonie. Merci, monsieur le recteur. Donc nous allons remettre 7 prix aux 7 meilleures équipes. Monsieur le recteur, nous avons appris hier soir que nous pouvions envoyer une équipe supplémentaire au national. Donc c'était avec grand plaisir et ça veut dire que 3 équipes pourront être sélectionnées pour la finale qui se tient le 18 mai à Paris. Et nous allons donc récompenser en finale régionale 3 équipes, les 3 meilleures équipes en STI 2D, sciences techniques de l'industrie et du développement durable, et les 3 meilleures équipes de sciences de l'ingénieur. Terminal S, sciences de l'ingénieur, première ou terminal S, sciences de l'ingénieur. Et puis le jury, et avec Gilles Caboche et son équipe, nous avons souhaité à chaque fois, à l'occasion de ces Olympiades, décerner un prix coup de cœur. C'est-à-dire un prix qui a attiré l'attention du jury, mais qui ne permet pas d'envoyer une équipe sur le national, à la finale nationale.